Enfin, ça va pas du tout. Je croyais qu'on allait parler d'arithmétique. Et tu me montres des figures. C'est de la géométrie, oui ou non? Ben oui et non. La seule chose dont on soit à peu près sûr qu'elles nous viennent de Pythagore, ce sont les triplets pythagoriciens, quand la somme des carrés de deux entiers est égale au carré du troisième. Et si tu veux y voir de la géométrie, on parle d'un triangle rectangle dont les longueurs des côtés sont des nombres entiers. Mais pourquoi un heptagone? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 24? Il se trouve qu'il n'y a que 7 triplets pythagoriciens dont un des nombres est 24. Alors, pour faire joli, on en fait des triangles rectangles qu'on met autour d'un heptagone et on appelle ça une étoile de Pythagore. Ah bon? Je suppose, comme d'habitude, ce n'est pas Pythagore qui a inventé son étoile. Gagné. En fait, on n'est même pas sûr qu'il voyait des triangles rectangles dans ces triplets. Mais si c'était le cas, Pythagore aurait inventé la géométrie et l'arithmétique en même temps? Ni l'un ni l'autre, en fait. Les triplets pythagoriciens étaient connus longtemps avant Pythagore. Ah bon? Et par qui? Comme toujours, les Mésopotamiens, les Égyptiens et les Indiens. Mais au moins, Pythagore, il les connaissait tous, ces triplets? Même pas. C'est Euclide, 2 siècles plus tard, qui les a caractérisés. Allons bon. Qu'est-ce qui restait à faire alors? Beaucoup de choses. Avec les triplets pythagoriciens, on peut résoudre des tas d'autres problèmes, comme celui des carrés en progression arithmétique. C'est Diophante qui s'en est aperçu. Ah oui, les arithmétiques de Diophante. C'était un copain de Pythagore? Oh, s'il avait vécu 7 ou 8 siècles avant, peut-être. Le doute est que ces arithmétiques de Diophante ont influencé les mathématiques européennes jusqu'à nos jours. Sans passer par les Arabes. Ah ben si, tu t'en doutes bien. Il y a eu de très grands arithméticiens arabes, Al-Khazin, Al-Haytham, Thabit Qura. Et comme d'habitude, les Européens ont retrouvé leurs théorèmes 6 ou 7 siècles plus tard, et ils leur ont donné des noms européens. Mais alors, Fibonacci, il a tout pompé sur les Arabes, puisqu'il les connaissait. Ah non, pas tout. Il a su aller plus loin. En particulier sur les carrés en progression arithmétique. Il a presque démontré le théorème de Fermat pour la dimension 4. Allons bon. Voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le théorème de Fermat, c'est la question naturelle qu'on se pose quand on connaît les triplets pythagoriciens. Pourquoi ne pas chercher deux nombres dont la somme des cubes est le cube d'un troisième? Et après les cubes, la puissance 4, la puissance 5, etc. Et alors? Eh bien, c'est impossible. C'est Fermat qui l'a démontré? Non, tu penses. Il s'est contenté d'énerver tout le monde en disant qu'il avait une soi-disant démonstration merveilleuse. Mais les Arabes, ils savaient déjà que c'est impossible. Oui, ils avaient même essayé de le démontrer. Mais personne n'y était arrivé. Même pas Euler. Eh non, même pas Euler. Fermat avait prouvé le cas n égale 4, qui est le plus facile. Euler le cas n égale 3. Et après, qui? Gauss? Cauchy? Sophie Germain. Elle avait fait de belles avancées, mais elle savait bien elle-même qu'elle n'atteindrait pas tous les cas avec sa méthode. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle, il y a 30 ans à peine. Et moi qui croyais que l'arithmétique, c'était que les nombres premiers, eh bien dis donc, j'ai encore tout faux. Quelle aventure! Mais au fond, ça a servi à quoi que tant de gens se fatiguent pendant autant de temps? Tu n'imagines pas tout ce qui a été inventé pour résoudre ce petit problème. Une grande partie de l'arithmétique et de l'algèbre actuelle en sont issues. C'est souvent les questions les plus énervantes.
qui s'avèrent les plus utiles.